Elle est en place, c'est La Poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une I am a feminist. Je vous obsède avec une constance Je ne me suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. Conduit d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque son époque. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, de toute génération, de toute opinion. Comment sont-elles devenues femmes ? Comment habitent-elles leur corps de femme ? Que pensent-elles ? Écrivent-elles ? Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui je reçois Océane Rosemary. J'aime pas les robes, j'aime pas les jupes, j'aime pas les talons, ça me fait mal aux pieds. Je trouve ça dingue de faire du stand-up seule en scène. C'est pour moi un geste d'un courage extrême et d'une certaine folie. Océane Rosemary a les deux, le courage et la folie. Je la connaissais alors qu'elle était chanteuse sous le nom d'Ocean et j'avais vu son premier spectacle, La lesbienne invisible. Et puis je l'ai vue jouer son dernier texte, Chaton violent, au théâtre de la Gaîté Montparnasse en mars dernier. Rappelez-vous, c'était en pleine campagne présidentielle, il y avait une affaire Fillon par jour. Pendant les 2 heures que durait le spectacle, j'ai ri aux éclats bien sûr, mais je suis aussi restée bouche bée face à sa capacité à pousser très très loin le bouchon, à aller chercher la société française dans le fin fond de ses retranchements. C'est de la merde condescendante, néocoloniale, dégueulasse. Océane Rosemary saute des 2 pieds dans les sujets qui fâchent, le genre, le communautarisme, le racisme, l'entre-soi, la bien-pensance. Sa parole bouscule, heurte et questionne. Et j'adore les paroles qui bousculent, heurtent et questionnent. Surtout quand ce sont des paroles de femmes. Avec Océane Rosemary, on a parlé de coupe de cheveux, de privilèges et de cinéma. Océane Rosemary, je suis très heureuse de vous recevoir dans La Poudre parce que j'ai été rudement secouée et réjouie par votre spectacle Chaton violent. Vous y traitez avec une précision, une verve unique des bons sentiments d'un certain peuple de gauche, blanc et parisien. Il y est question notamment des formes insidieuses que peut prendre le racisme dans cette communauté. Et ce spectacle, vous l'adaptez à l'actualité. Manque de bol pour vous, vous avez commencé à le jouer 1 mois avant les attentats de Charlie Hebdo. Autant dire que les faits d'actualité qui ont valu retouche se sont multipliés depuis. Océane Rosemary, dans La Poudre, on essaie de ne pas parler d'actu. Je sais néanmoins déjà que votre interview sera diffusée après le second tour de la présidentielle. Oh mon Dieu! Voilà, nous sommes le 13 mars aujourd'hui. Est-ce que vous avez prévu des vannes ou des sketchs en fonction de l'élection ? Est-ce que vous y pensez déjà ? Est-ce que vous y pensez parfois ? Ah oui, de toute façon, toutes les semaines, plus ou moins, il y a un petit moment dans le spectacle où je m'autorise à rajouter des choses ou qui rebondissent sur ce qui s'est passé. Donc je pense qu'avec les élections, il va y avoir de la matière. Et puis évidemment, après aussi les élections, parce que c'est là que les choses se passent, que les choses changent. Donc pour l'instant, je suis plutôt très inquiète. Je fais déjà une vanne sur le second tour, sur le fait qu'il faut qu'on se prépare à revivre le traumatisme de 2002 et à voter utile. Et je laisse un petit temps, je dis non, franchement ça va être beaucoup plus dur, hein. Voter Le Pen pour Barré Fillon, ça va être très très dur. Et là c'est marrant parce que les gens ils rigolent mais ils savent pas trop et tout. Ouais. Et ils se demandent, bon non, ils savent que je rigole, mais bon, en fait ils rigolent à moitié parce qu'on a tous la trouille quand même. Donc on va revenir un petit peu en arrière. Vous avez grandi à Paris, oui. Rue Réaumur, dans le 2e arrondissement. Parlez-moi un peu de votre enfance, c'était comment ? Mon enfance c'était cool. C'est marrant parce que je me moque des gens qui, dans mon spectacle, qui disent ah oui, non mais attention, le Marais c'était hyper populaire. Mais en vrai, c'est vraiment ma vie, quoi. C'est-à-dire que, honnêtement, c'est pour ça que ce spectacle c'est aussi de l'autodérision. Je dois avouer que moi, quand j'ai grandi rue Réaumur, c'était avant que le quartier soit piéton, la rue Montorgueil, tout ça, qui sont devenus ultra... Enfin, maintenant, c'est même plus Bobo, c'est Bourges, je sais pas quoi. Mais c'est vrai que quand j'ai grandi, c'est donc à la limite du Sentier. Et l'école primaire où on allait avec ma sœur rue du Sou, je pense que quand même une bonne partie de notre primaire, on était les seules françaises de souche, avec des gros guillemets, hein. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'enfants qui étaient issus d'immigration. Il y avait toute une immigration d'Europe de l'Est déjà, donc beaucoup d'enfants, toute l'Europe de l'Est avec tout en plus le bordel qu'il y avait, bon voilà. Beaucoup de juifs séfarades, donc des parents qui n'avaient pas parfois grandi en Algérie. Enfin, donc il y avait une très très forte mixité. Et du coup des gamins qui parlaient pas forcément français à la maison.
Alors que bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on pense ça paraît dur à à Montorgueil, imaginer, on se pense que c'est plus trop le cas. Donc ça, c'était assez joyeux, cette enfance avec des gamins qui venaient un peu de partout et tout. Nous, on était très bien. J'étais très heureuse à l'école primaire, en fait. Et puis, du coup, c'est fait qu'on était les premières de la classe aussi, parce que je savais que notre mère qui nous avait fait lire Dostoïevski à 4 ans, on avait un peu d'avance. C'était pas tellement... on n'avait pas de mérite. Et ensuite, quand j'ai été au collège, ça a été beaucoup plus pénible. Ensuite, le fait d'être anonyme dans des grands collèges comme ça. Donc après, je suis partie dans le privé et ça a été horrible. Enfin, après, toute ma scolarité a été vraiment catastrophique, en termes... Mais la petite enfance, vous en gardez un souvenir joyeux Oui, complètement, ouais. Et de grandir dans ce quartier. Après, mon père, mes parents sont séparés, mon père s'est installé Fontaine des Innocents. Et du coup, j'allais... Dans les Halles, le quartier des Halles, il y a les skateurs, c'est ça. Voilà, et moi, je faisais du skate quand j'étais ado. Yes. Et du coup, j'allais quand même, quand j'avais, je sais pas, 11 ans, je pense qu'il a déménagé quand j'avais 11-12 ans, j'allais à pied, donc je passais par la rue Saint-Denis. Et donc, il y avait toute cette rangée de prostituées qui étaient comme des mères protectrices, en fait. C'est marrant parce qu'à l'époque, on allait dire, la rue Saint-Denis, il y a des putes et tout. Mais en fait, non, les putes, c'est génial parce que quand t'es une gamine, t'inquiète, elle check, il va rien t'arriver, quoi. Donc, bon, je pense que c'est des choses qui m'ont forgé aussi inconsciemment. Et quand je vois aujourd'hui ce que je défends dans Chaton Violent, le fait que je parle de la prostitution, le fait que je parle de la mixité sociale, de l'immigration, tout ça, enfin des enfants issus de l'immigration, ça vient peut-être aussi de là, ouais. C'est un peu ce qu'on tente de démontrer ici, ouais, qu'en fait on puise tout dans notre éducation et dans notre vécu, une grande partie. Bon, en plus, moi, mon spectacle Chaton Violent, on parle du milieu duquel je suis issue, donc c'est avéré que j'ai fait un examen de conscience et j'ai un peu passé au crible le monde dans lequel j'ai grandi. Ouais. Alors, vous avez aussi un attachement à l'Italie. J'ai lu ça dans un vieux L, je crois. Ouais, en fait, c'est parce que mes grands-parents maternels ont vécu à Rome et du coup, on allait les voir et puis ils ont fait... mon grand-père mes grands-parents se sont pris... d'amour pour une région totalement paumée en Sardaigne et ils ont fait construire une maison. Ils avaient des copains mais c'était vraiment très très pauvre, très très roots. À l'époque ça a aussi un peu changé et donc il y a cette maison de famille où on allait et ma mère et ses frères et sœurs y allaient pendant toute leur adolescence et ensuite ma mère a vraiment gardé cette tradition de nous emmener, on partait mais longtemps, 1 mois, 5 semaines et nous on est 3 filles. Enfin, on était 3 filles à l'époque, après on était encore plus, mais par d'autres recoupements. Et du coup, ma mère partait avec ses 3 filles sous le bras pendant 5 semaines en Sardaigne, dans cette maison un peu sauvage, tu vois, au bord de la mer. Enfin, vraiment un endroit génial. Et mon père, qui travaillait plus, passait genre 1 semaine. Et c'était un endroit vraiment où on a eu nos premiers amoureux avec ma sœur. C'était marrant parce que tu vois, c'est les Sardes. Alors du coup, au début, on les regardait comme ça. Ils étaient grands, ils étaient beaux, ils étaient forts. L'année d'après, on les regardait à hauteur, les yeux dans les yeux. Puis l'année d'après, on les regardait, ils étaient tout petits. Donc tu vois, c'était vraiment marrant. On a fait le mur. Enfin, tu vois, les premières histoires sur la plage, tout ça, c'était vraiment en Sardaigne, quoi. Donc moi, j'ai un italien absolument basique de plage. Quand même, pas mal. Tu vois, vraiment basé sur Voi fare un giro. Donc c'est vraiment impressionnant, là, il fait de l'effet. Ouais, mais par contre, c'est vraiment, il n'y a pas de fond, quoi. Je peux pas trop parler politique en italien, j'aimerais bien. Donc c'est vrai que la Sardaigne, ça a été un endroit très fort aussi pour moi comme enfant. Ouais. Alors je me permets de l'évoquer parce que ce sont des choses dont vous avez parlé dans plusieurs interviews. Vos parents ont un profil assez atypique par leur parcours, par leur profil. Vous voulez bien le raconter à nouveau pour les auditeurs et auditrices ? Ils ont eu une histoire singulière puisqu'ils avaient déjà 15 ans d'écart. Et que mon père était prêtre quand il a rencontré ma mère, il était encore prêtre. Après, bon, aujourd'hui c'est très exotique. À l'époque, ça l'était moins pour la génération de mon père, puisque voilà, c'était une famille un peu tradie où en gros, si tu voulais te barrer de chez toi, soit tu faisais l'armée, soit tu rentrais dans les ordres, quoi. Et puis mon grand-père était très très catho, et du coup c'était une tradition, quoi. Et mon père du coup est parti très jeune parce qu'il a eu son bac à 16 ans, il avait 2 ans d'avance, et puis il est rentré dans un ordre assez dur où il a été très malheureux en fait, je pense, et il a beaucoup souffert de toute cette tradition, ce cultuel qui, je pense, était très éloigné de sa foi. Enfin, il voyait tous les mauvais côtés de l'église, quoi. Ce qui fait que, bon, au bout d'un moment, il en avait marre. Et puis, il a commencé à faire de la musique et à faire des tournées parce que ça marchait bien. Et puis, du coup, bon, bref, il s'est barré. En plus, il a rencontré ma mère, il est tombé hyper amoureux.
Elle était jeune, très jeune, mais déjà très précoce, je pense, à tous les niveaux. Et du coup... Elle avait quoi, 15-16 ans, c'est ça, ouais, je elle crois. avait 15 ans, quoi. Et puis, ils ont commencé à se voir quand, je pense, elle avait 16 ans. Et puis après, elle est tombée enceinte à 17. Enfin, et du coup, là, les parents qui voulaient surtout pas de ce mariage ont été obligés, toujours pareil, quoi, la nana est enceinte. Donc, ils se sont mariés quand elle devait avoir 17 ans. Et mon père, donc 32, quoi, un truc comme ça. Mais je pense qu'en âge émotionnel, il avait cet âge-là, puisqu'il avait rien vécu. Il avait rien vécu. Tu vois, il était, d'ailleurs, toute sa vie, il est resté très jeune comme ça, je pense, parce qu'il y a eu un moment de sa vie qu'il n'a pas pu vivre. Et du coup, voilà, ils se sont mariés. Et puis, du coup, ma mère nous a eu jeunes, quoi, à 18, 20, 25, 3 filles comme ça, tout en faisant ses études, tout en travaillant. Donc, oui, c'était un schéma un peu atypique. Et du coup, nous, on n'a pas du tout eu d'éducation catholique, puisque mon père était tellement en rejet, tellement en colère, que c'était, au contraire, il voulait rien entendre. Voilà. Donc, lui, tout ce qu'il a pu nous transmettre, justement, c'était hors du cadre, quoi. C'est-à-dire, quand on lui a demandé, mais c'est quoi Dieu, voilà, tu vois, les questions des gamins, il disait, bon, mais Dieu, il vit en toi. Enfin, tu vois, il disait jamais des trucs genre Dieu va te punir ou Dieu te regarde. Enfin, au contraire, il avait fait ce truc d'intériorisation, je pense. Du sacré en tout cas, et d'un humanisme en fait. Et du coup, il a transmis des valeurs qui étaient très belles et très atypiques pour quelqu'un voilà, qui venait... Une famille aussi. Lui, il a brisé les schémas familiaux à 100%. Et du coup, il nous a rien... Et nous, on savait rien, on n'a pas été au caté. Enfin, tu vois, on pourrait croire que parce qu'on a eu un père ancien prêtre, on avait une culture... Mais au contraire, il a tellement rejeté qu'il ne voulait pas même pas en entendre parler, quoi. C'est un athéisme déjà dans l'éducation qui vous était transmis ? Oui, du coup, dans la forme, oui. Après, je pense que lui, il avait une foi qui était très intime et très active, en fait, mais en effet, qui était plus dans une forme d'humanisme et de relation à l'autre que de règles, de lois, de il faut faire ci, il faut pas faire ça, enfin, tu vois. Et donc, d'ailleurs, quand il a compris que j'étais amoureuse de filles, enfin, mais tu vois, c'était totalement, c'est passé totalement inaperçu. Enfin, ils s'en foutaient, quoi, je crois qu'ils s'en foutaient complètement. Donc, il était très ouvert, quoi, on va dire. Et ma mère aussi, à sa façon... Elle est psychologue, je crois, c'est ça ? Elle n'est pas psychologue, elle avait fait des études de psycho, mais en fait, elle a assez vite travaillé en gestion des ressources humaines, et elle a fait de la recherche, donc elle a un parcours assez atypique, puisque aujourd'hui, elle s'occupe d'une association qui s'appelle Entreprises et Personnels, qui conseille les grosses entreprises, en fait, sur leur gestion des ressources humaines. Et elle a écrit plein de livres, elle a aussi des élèves en thèse. Enfin, elle est à la fois dans un parcours universitaire et un parcours privé dans l'entreprise. Et donc, je pense que la psycho l'a beaucoup nourri. Et nous, en tout cas, on a beaucoup eu... la présence de la psychanalyse était forte, on va dire, à la maison. Psychanalyse, carrément. Ouais. C'était quelque chose de très important, de dire voilà, si t'as mal au genou, tu vas chez le médecin du genou. Si t'es déprimé, tu vas chez un psy. C'était... quelque chose de très normalisé et dédramatisé en fait grâce à ma mère dans notre famille, donc ouais, voilà, donc ils étaient un peu originaux, ouais. Enfin, ma mère est toujours vivante, elle est toujours originale. Après, elle s'est remariée, elle a eu 2 autres enfants, enfin voilà. Puis elle s'est jamais arrêtée de bosser, donc c'est vrai que j'ai eu un modèle d'une femme comme ça, elle est très belle. Quand elle était jeune, elle était mannequin, tu vois, elle a un truc, une grande blonde aux yeux bleus comme ça. Donc moi, j'ai beaucoup admiré ma mère quand j'étais enfant, et c'était chouette d'avoir un modèle d'une femme qui ne s'est jamais posé la question, par exemple, de renoncer à sa carrière parce qu'elle avait des enfants, quoi. Elle se débrouillait, quoi, pour faire les deux. Et donc, c'était même pas une question chez nous, en fait. C'est plus tard que j'ai découvert que les gens pouvaient dire « Ah ben non, bah oui, mais comme j'ai mon petit, là, je lève le pied. » Et moi, je dis « Ah bon ?» Mais parce que j'ai pas été du tout élevée comme par une femme qui s'est posé ces questions-là. Pour elle, c'était indispensable et de faire des enfants et de travailler. Et elle a trouvé des solutions. Bon, après, elle a un agenda, on va dire, voilà, un peu de psychorigide. Les années 80 aussi, hein. C'était voilà. des injonctions aussi envers les femmes, genre Wonder Woman, vous pouvez tout faire, vous êtes Shiva, vous avez 8 bras, c'était aussi peut-être un peu épuisant. Ouais, mais elle, je crois que ça correspondait vraiment à sa nature. C'est quelqu'un qui a une très grande énergie, donc je crois que c'était au-delà de la période, quoi. Puisque encore aujourd'hui, elle a continué après. Et on vous parlait comment, à vous et à vos sœurs, quand vous étiez petites ? On employait quel genre de ton, quel genre d'éducation ? Nos parents, je pense qu'ils étaient assez cool, quoi. Assez cool. Enfin, assez cool. Il y avait des règles, il y avait des horaires, mais bon, en même temps, quand j'y repense sur l'éducation, ça me fait marrer parce que, par exemple, nous, on dînait très tôt et tous les soirs, ils allaient au restaurant.
et ils nous laissaient toutes seules. Et tu vois, aujourd'hui, aucun parent laisserait ses gosses, on était 2 puis 3. Mais moi, je me souviens très bien qu'ils sortaient. Il n'y avait pas de babysitter, il n'y avait rien du tout. Ils allaient bouffer au coin. Mon père, il voulait aller au resto. Ma mère est nulle en cuisine, donc c'était hors de question qu'ils mangeaient à la maison. Et tous les soirs, ils allaient bouffer. Et moi, je me souviens qu'avec ma soeur, on se battait, on s'engueulait. Moi, je descendais, j'attendais sur le canapé 40, puis je me réveillais le lendemain matin dans mon lit. Enfin, donc, il y avait un truc à la fois où c'était à 7h30, on devait être dans nos chambres, mais en fait, on faisait un peu ce qu'on voulait. Il y avait quand même un espace de liberté assez fort. Très vite, en fait, ils nous ont poussés à être autonomes, je crois. Ma mère avait la phobie qu'on soit pas autonome, donc elle nous a presque, des fois, trop poussés à nous débrouiller. Et puis, j'avais aussi mes grands-parents maternels qui habitaient pas loin, que j'ai beaucoup vu. Ma grand-mère, j'étais très proche de ma grand-mère. Donc, on a eu une éducation comme ça, voilà, quand même, je dirais, en tout cas, assez ouverte. On nous a toujours poussés à être curieux. Voilà, je dirais que le truc principal, c'est qu'il fallait faire quelque chose. Il fallait tout le temps faire quelque chose, lire. Voilà, jamais. Voilà, c'est plutôt. Ma mère avait un peu, je pense, la phobie de la glande, quoi. Trop, hein, du coup, oui, ça n'a pas laissé nous reposer. Mais... Moi, j'ai lu un truc, vous faisiez adolescente de l'équitation, le conservatoire, il y avait une accumulation d'activités qui a l'air assez... Vous éclatiez dans cette pratique-là? Ouais, en fait, je savais pas que ça pouvait être autrement, donc après, plus tard, j'ai un peu rejeté le truc, genre, je vais juste rien foutre, je vais filmer des gens, hein, genre, à 17 ans, j'ai un peu tout envoyé bouler, parce que j'en pouvais plus, mais donc, c'est vrai qu'on a été hyper stimulés, quoi. Et je pense qu'ils voulaient nous donner le maximum de choses, voilà, pour qu'on puisse après... Voilà, avoir beaucoup de cartes en main et puis surtout être curieux, cultivé, enfin, c'était un truc important, quoi. Ouais. Vous diriez que vous êtes devenue femme ou que vous l'étiez de naissance? J'ai toujours pas réglé la question, j'ai toujours pas décidé. Pour moi, la question du genre est vraiment problématique, dans le sens où, bon, déjà, objectivement, la question du genre n'est pas du tout une question fermée. Puisque malgré ce que la plupart des gens pensent ou croient, il n'y a pas de genre binaire, il y a une multitude de genres. Quand on regarde les études sur vraiment, je parle d'un point de vue biologique, il y a en fait un nombre extrêmement élevé de nuances et 50 Shades of Grey en réalité entre du féminin et du masculin pur, on va dire. Enfin, ça n'existe même pas en réalité. J'ai été notamment super intéressée d'apprendre récemment... que par le livre d'Anaïs Bohuon, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui a travaillé sur les sportives, de voir qu'en réalité, les sportives, quand elles font beaucoup de sport comme ça à très haut niveau, elles produisent de la testostérone, et donc elles peuvent passer des tests de féminité, ce qui est déjà honteux, qui est déjà féminité, et être négative. Donc ça veut dire que si une femme, parce qu'elle fait beaucoup de sport, je ne parle pas de drogue, etc., vraiment juste en produisant naturellement... par son activité de la testo, est testée comme homme, alors il n'y a aucune femme et aucun homme, puisque ça veut dire que c'est un univers des possibles. Donc moi-même, aujourd'hui, la question d'être femme est une question intrigante. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal avec le discours qui dit qu'être une femme, c'est être féminine. Pour moi, être féminine, c'est une injonction sociale, de comportement, qui est plutôt problématique, parce qu'en gros, si être féminine, c'est porter des jupes et des talons, alors c'est juste être empêchée dans l'espace, empêchée dans la liberté de parole. Si être féminine, c'est sourire, être douce et pas trop agressive, alors c'est encore une privation de liberté. Donc pour moi, être femme aujourd'hui, c'est au contraire m'approprier tout le champ des possibles, y compris le territoire qui est d'habitude réservé aux hommes, et que ce soit normal. Être femme aujourd'hui, c'est pouvoir écarter aussi les jambes dans le métro et pas serrer les jambes ou croiser les jambes, alors qu'un mec à côté a les jambes hyper écartées, quoi, et fermer ma gueule. C'est être capable de dire pardon, est-ce que vous pouvez vous pousser s'il vous plaît, parce que là j'ai pas de place. Rien que ça, et c'est un combat quotidien en fait, je trouve, d'être juste à égalité en fait avec les hommes, juste de pas fermer sa gueule quand on se fait engueuler. Moi, en tant que lesbienne, en plus, de pas fermer ma gueule quand il y a un mec qui vient me draguer alors que je suis avec ma copine tranquille, et de m'excuser et de partir discrètement, mais d'oser dire mais mec, vas-y, mais laisse-nous tranquille, quoi. On t'a pas invité, on t'a pas fait de clin d'œil, on n'est pas, tu sais, on est juste entre nous, quoi. Et tout ça est un effort, un travail, tu vois, déjà de s'en rendre compte, de l'identifier et de voir que notre attitude déjà parfois est l'instinct de la soumission et de fermer notre gueule et de ne pas faire de problème est tellement fort que déjà rien que ça c'est un combat quotidien. Et pour moi, être femme aujourd'hui, c'est ça, c'est ne pas tolérer
qu'on m'assigne au féminin avec tout ce qu'il a de négatif et de privation. C'est aller vers la liberté, aller vers le champ de tous les possibles et pas être plus une femme qu'un homme en fait. Et j'aimerais que, en fait, pour moi c'est ça l'égalité, c'est aussi que les hommes puissent accepter leur part féminine, même si ça veut rien dire, mais au sens où qu'ils ne soient pas non plus dans une injonction à la virilité, à l'autorité, qui je pense les fait souffrir, en tout cas pour la plupart. Et être une femme aujourd'hui, c'est vraiment, moi honnêtement, je sais. En tout cas, je pense que ma définition n'est pas la définition des gens, donc j'ai vraiment du mal à dire que je suis une femme. Parce que si être une femme, c'est ce qu'on entend, alors non, je suis pas une femme, honnêtement, je suis pas une femme. Et ça, vous le formulez quand vous étiez adolescente ? Vous avez ce genre de questionnement au moment où le corps change ou... Disons que je pense que j'étais très docile et très bonne élève en fait. Et c'est un peu ça que j'essaye de recadrer aujourd'hui, tardivement, parce que je suis quand même extrêmement âgée. Et donc j'ai vraiment le temps. Et je suis contente quand je vois justement des ados qui, elles, sont déjà dans cette affirmation-là aujourd'hui, à 17 ans, 18 ans. Moi j'étais un peu... je pensais qu'être homosexuel c'était pas bien, enfin c'était moins bien qu'être hétéro, donc j'ai beaucoup essayé de croire que j'étais aussi attirée par les hommes. J'ai eu des histoires avec des garçons. Après c'est pas arrivé d'avoir du désir pour un homme, ce qui veut pas dire qu'on est hétéro ou bi pour autant, quoi. Moi je pense que je suis vraiment complètement lesbienne, et ce qui n'empêche pas que je puisse avoir du désir, enfin que j'ai pu en avoir. Vraiment aujourd'hui c'est vraiment beaucoup plus rare, voire jamais. Mais en tout cas voilà, c'est pas là que se construit l'identité. C'est pas uniquement dans le désir, mais en tout cas je me suis beaucoup dit il faut que je sois avec un garçon, il faut que je fasse bien, il faut que je sois féminine, donc je mettais des push-ups et je me maquillais, et puis après j'ai quand même eu une crise à un moment où à 15 ans je me suis coupé les cheveux hyper courts et j'étais un peu rebelle et j'étais un peu plus butch, mais après j'ai eu plein d'étapes en fait dans ma féminité. Et c'est quelque chose qui est toujours en exploration, et en tout cas j'ai mis du temps à me dire non mais en fait moi j'ai envie d'avoir les cheveux courts, j'ai envie de m'habiller en pantalon, j'aime pas les robes, j'aime pas les jupes, j'aime pas les talons, ça me fait mal aux pieds et j'en mettrai plus jamais. et à me dire que je peux aussi être belle autrement, quoi, être belle avec des habits qui sont pas forcément des habits de fille, mais ça a été vraiment c'était un long parcours. C'est un long cheminement. Et en plus, j'étais heureuse à un moment d'explorer aussi justement cette hyper féminité. J'ai eu une phase où justement je mettais que des jupes. Puis j'étais avec une fille qui elle était hyper virile et qui me regardait, on pourrait dire comme un mec, tu vois, qui me regardait, qui a envie de me baiser, tu vois. Et moi j'adorais jouer le jeu, j'adorais être en jupe et tout. Et puis à un moment je me suis rendu compte que c'était un peu aussi une mise en scène et un truc aussi que j'aimais lui plaire à elle, et que finalement moi aussi j'avais envie d'être un peu un garçon. Donc je suis revenue, tu vois. C'est bien de pouvoir en jouer, c'est en bien fait. de pouvoir et en tout cas de l'explorer, et à un moment ça m'a hyper épanouie d'être dans entre guillemets une hyper féminité, enfin ce qu'on appelle hyper féminité pour moi, c'est pour d'autres c'est déjà mais tu vois de pouvoir être en robe et tout ça, d'avoir mes cheveux longs comme ça, et quand j'ai créé La Lesbienne Invisible, j'étais dans cette période-là, et je pense que c'était important pour moi parce qu'à l'époque le discours qu'il y avait autour de La Lesbienne Invisible, donc il y a votre premier spectacle, mais peut-être qu'on y revient tout à l'heure, mais c'était un peu l'idée je porte une jupe, j'ai les cheveux longs, mais je suis lesbienne, ça vous embouche à quoi? C'était ça, la revendication. C'était ça, et c'était important pour moi en fait j'étais dans une inconscience je dirais militante et politique totale. C'était très instinctif, c'est-à-dire que j'étais un peu fatiguée des clichés sur les lesbiennes, j'étais fatiguée que les gens ne croient pas que je puisse être lesbienne parce que justement j'étais pas dans des codes virils, et j'avais envie de dire faut arrêter, je vais faire un spectacle. J'en avais marre qu'en soirée on me pose toujours les mêmes questions débiles, de me confronter aux mêmes situations tout le temps. Et donc je me dis, plutôt que de répondre aux gens bourrés en soirée, je vais faire un spectacle, je leur dirais écoute, viens voir et je vais t'expliquer tout. C'était un peu tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les lesbiennes sans jamais avoir dû le demander. Et j'ai cru en fait que je faisais ce spectacle plus pour les hétéros, et en réalité quand je l'ai fait c'est surtout des lesbiennes qui sont venues, puisqu'il y avait le mot lesbienne dans le titre, donc forcément c'était fort, qui était hyper curieuse et tout. Et pendant je dirais 1 an, 2 ans, ça a été un public majoritairement lesbien, et puis après petit à petit ça s'est ouvert. Et à la fin, j'ai fait une année au gymnase, et là c'était vraiment totalement mélangé, quoi. Y compris les gays qui ont mis vachement de temps à venir, parce que les PD ils s'en foutent des lesbiennes. C'est pas du tout. Les gens sont mal habillés. Mais d'ailleurs, moi j'avais une lecture de ce spectacle. Je me suis dit, en fait, les gens découvrent qu'il n'y a pas forcément de lien entre la façon dont on s'habille, se coiffe, se maquille et notre sexualité. Et c'est l'idée que l'apparence arborée par les femmes n'est pas forcément une donnée permettant de déduire sa catégorie sociale, sexuelle, voire religieuse. C'est un peu un message féministe de base, non ? Oui, complètement. Oui, c'est ça, de dissocier genre et sexualité aussi. C'est-à-dire que
On peut être hétéro et adorer avoir les cheveux courts et être viril. On peut être homo et être ultra girly. Enfin, voilà. Donc ça, c'était un peu le premier truc que je voulais dire. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, à chaque fois que je fais un spectacle, il se passe un truc après la société. T'as vu, j'attends violent. Ma soeur, elle m'a dit mais attends, t'as fait Lesbienne Invisible. D'un coup, il y a eu la manif pour tous. Il y a eu tout le monde dans la rue. Après, je fais Chaton violent. Bim, il y a les attentats. Quoi, Backlash. Donc, bon. Apparemment, je dois être dans l'air du temps malgré moi. Et du coup, j'ai eu pas mal d'interviews, de promos. J'étais un peu plus médiatisée. Aussi parce que ça devenait un sujet de société. Et que tout d'un coup, j'étais, entre guillemets, un porte-parole pratique. Et là, j'ai compris comment ça pouvait jouer contre ma cause, le fait d'être féminine, etc. Parce que tout d'un coup, ça devenait, je devenais un peu la bonne lesbienne, la lesbienne de service. Présentable. Présentable. Mmh. Et on me disait, non mais toi ça va. Et là, j'ai commencé à tiquer, j'ai dit, comment ça, moi ça va? Oui, non mais toi ça va. En gros, toi t'as l'air hétéro, donc on te supporte, quoi. C'était vraiment ça, tu vois. Et là, j'ai compris qu'en fait, et j'ai même pu le constater, y compris au sein de la communauté, avec des guillemets, parce que c'est une communauté qui se questionne tellement il y a de gens différents, mais de filles lesbiennes féminines qui ont, en fait, qui sont lesbophobes, c'est-à-dire qui méprisent les butch, les filles hyper masculines et tout ça, en disant non mais elle laisse tomber, et qui sortent entre elles et tout. Et je me dis mais vous êtes graves les meufs, quoi. Comment, tu vois, et j'ai compris que c'était aussi une peur de soi, tu vois, de toute façon en général l'homophobie c'est une peur de soi, c'est que t'as peur qu'il y ait un truc, tu vois bien, quand tu vois même dans Harvey Milk, tu sais, le mec le plus vénère contre les gays et tout, en fait il se tape direct. Enfin, tu vois, à ce point-là t'énerver contre des gens, les détester, c'est que t'as un truc souci, qui est pas réglé, voilà, c'est que t'as un souci. Ouais. Si t'es bien dans tes baskets et dans ta sexualité, a priori il n'y a pas de raison de t'énerver contre les autres. Donc, et là j'ai pris peur, je dis je veux surtout pas devenir cette lesbienne de service qui du coup conforte, on va dire, une majorité qui est quand même homophobe, vaguement homophobe ou gentiment homophobe, c'est pas extrêmement brutalement homophobe, qui me tolère en fait parce que entre guillemets je reste normative en fait, tu vois, des trucs normatifs. Donc là j'ai commencé à radicaliser mon discours, à dire je parle au nom de toutes les lesbiennes et c'est pas parce que moi j'ai les cheveux longs que et je me suis rendu compte que en fait si j'avais, mais c'était de l'inconscient pur, mais si j'avais justement mis des talons, une robe et du rouge à lèvres et joué avec mes cheveux, c'était pour justement accéder à un public plus large et pour faire passer un message, parce que si j'y allais avec une coupe en brosse et un baggy, ces gens-là ne viendraient pas me voir sur scène. Donc j'avais construit ce qu'on appelle la séduction militante, on va dire, pour attirer un public, mais qu'en réalité, je voulais pas faire de compromis sur qui j'étais, sur la communauté, je voulais pas sacrifier d'autres gens. Bon. Et d'ailleurs, à la fin de l'exploitation de la Lesbienne Invisible, je pensais pas faire d'autres spectacles. Bon, ensuite, j'ai eu envie de parler du racisme de gauche en particulier. Et là, je me suis dit, quand je vais monter sur scène, enfin, pareil, instinctivement, je l'ai fait sans vraiment poser la question, mais je me suis coupé les cheveux, ce qui était un acte fort pour moi, dans la représentation que je pouvais donner. Et je suis arrivée sur scène en jean, avec une chemise à carreaux, tu vois, qui fait vraiment lesbienne, et un maquillage beaucoup plus léger. Et c'était important pour moi de pouvoir tout d'un coup monter sur scène et dire bon, maintenant j'ai des trucs à vous dire. Je vais pas vous faire un numéro de charme, je vais pas jouer avec mes cheveux, je vais pas vous montrer mon huc, mais je vais vous dire des trucs qui sont importants. Et c'est pas parce que je suis une meuf que j'ai pas le droit de le faire. Mais tu vois, le temps que ça m'a pris, quoi. Et donc voilà, donc j'ai évolué vachement par rapport à ça. Ouais. La scène, c'est quand même quelque chose qui vous a attiré assez tôt. Et à la base, c'est sous le nom d'Ocean, en tant que chanteuse, que le grand public vous a découvert. Donc vous avez fait 3 albums, beaucoup de concerts à travers la France. Et moi, je me souviens bien de cette époque où vous étiez Ocean. C'était un peu l'époque des filles à guitare. Et il y avait Anaïs, il y avait la grande Sophie. Moi, j'étais à fond dans le trip. Et vous avez dit quelque part que votre côté à la fois marrante et poétique, ça collait pas, en fait. On pouvait pas vraiment faire des blagues sur scène quand on était une femme. C'était problématique. En fait, c'est pas trop ça que j'ai dit. C'est plutôt que j'avais du mal à trouver ma place. Même d'un point de vue pur marketing, je crois que ça a été compliqué de travailler mes albums et que ça n'a pas beaucoup marché aussi à cause de ça, parce que je voulais être sur trop de terrain à la fois, c'est un peu ma marque de fabrique apparemment, c'est-à-dire à la fois je voulais faire des chansons drôles, rigolotes, rentre dedans, machin, et à la fois je voulais faire des chansons d'amour, émouvantes, poétiques et tout, et du coup ça faisait des albums un peu patchwork. Et à la même époque, t'avais genre l'album de Vincent Delerme qui était une espèce de une chanson déclinée en 12 chansons, ou Jeanne Chéral, mais tu vois, avec des univers musicaux très marqués en fait. Ils avaient raison de faire ça. Donc c'est que du coup, il y avait un univers musical très très marqué, un style. Tu vois, Jeanne, elle était que sur un style comme ça avec acoustique et tout, et qui existait sur l'album entier. Donc moi, je suis arrivée avec mon espèce de truc bordélique, complètement patchwork, avec un truc hyper sur l'émotion, puis d'un coup des vannes et des blagues. Bon.
Et je pense que ça perdait et les programmateurs radio qui du coup savaient pas trop quel titre, enfin tu vois. Donc ça m'a pas aidé. Alors que sur scène ça se passait hyper bien parce que les gens en fait sur scène ils adorent. Moi j'ai vu des vidéos de tes concerts, j'ai regardé, mais les gens se bidonnent en fait. Oui, et puis surtout ils se font jamais chier parce que quand tu commences à pouvoir te lasser d'une forme, hop t'en as une autre qui arrive, tout d'un côté hyper ému, puis après tu rigoles. Donc sur scène, j'avais aucun problème. Et comme je viens de la scène et que j'ai commencé par la scène, du coup, quand j'ai fait mon disque, je trouvais ça normal de faire pareil. Et en fait, je crois que c'était une erreur stratégique. Et j'ai pas eu l'entourage, un assez bon entourage pour m'encourager à prendre un parti pris plus radical dans un sens ou dans un autre. Et puis ça me ressemblait aussi, tu vois. Puis un jour, on m'a dit, il y a un pro qui m'a dit... Bon, à un moment, il faut que tu choisisses. Soit t'es la nouvelle Muriel Robin, soit t'es la nouvelle Camille. J'ai dit, alors je veux être ni l'une ni l'autre. Ouais, quand même. Et en fait, voilà. Mais du coup, c'est vrai que quand... en fait, j'étais dans un label indépendant qui s'appelle V2 et qui a été racheté par Universal. En plus, mon album est sorti juste quand ils apprenaient qu'ils étaient tous licenciés. Enfin, tu vois, où les 3/4 étaient licenciés. Okay. Bon, personne n'a travaillé mon disque. Et une fois chez Universal, ils ont gardé que les gens qui vendaient assez d'albums, dont je ne faisais pas partie. Donc je me suis fait virer comme une merde, on va dire. Et à ce moment-là, je me suis dit, ouais, en fait, c'est moi, les deux, c'est moi. Mais il faut pas que je mette tous mes œufs dans le même panier, il faut que je sépare les projets. Et en fait, moi, au départ, je voulais être comédienne. Quand j'étais petite, à l'école, j'étais toujours les premiers rôles, tu vois. À l'école primaire, déjà, j'étais passionnée de théâtre, j'ai toujours fait du théâtre. Et puis après, j'ai lâché le théâtre parce que je trouvais ça super angoissant de passer des castings, de pas être pris, d'être rejeté. Enfin, tu vois, tu peux vite te sentir rejeté. J'ai fait le cours Simon en classe de lycéen, là, c'était horrible, les profs étaient horribles, enfin vraiment c'était un souvenir tragique. Et du coup, ça m'a dégoûtée du théâtre, alors qu'en fait, c'était mon vrai rêve, c'était d'être comédienne. Quand on te voit sur scène, c'est clairement pure comédie, ta façon d'interpréter tes personnages. J'aime ça, quoi, j'aime ça, jouer et tout. Mais bon, voilà, j'ai eu que des expériences assez pourrables, et du coup, comme je faisais aussi de la musique et que j'écrivais des chansons depuis longtemps, je me dis, bon, bah, je vais tout faire sur scène, voilà. Et après m'être fait virer de chez V2, donc j'avais plus rien, tu vois, d'un coup j'allais perdre mon statut d'intermittente, enfin c'était un peu la grosse remise en question. Et je me suis dit, bon bah, puisque je prétends à la comédie et que tu vois sur scène j'avais presque un quart d'heure de sketch, ça n'avait aucun sens, tu vois, on est plus proche du one que c'est ça qu'on sent, on sent qu'il y a une humoriste en toi qui a envie de sortir, ouais, quoi, voilà, qui se retient, qui avait quand même fait des blagues. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'assume ce truc-là à fond et que j'ose le défi de monter 1 heure et demie sur scène à faire que parler. Et c'est un autre défi que juste faire des petites blagues entre les chansons. Et à côté de ça, puisque j'aime faire des belles chansons et que ça me fait faire des chansons d'amour, des chansons rigolotes, ça me fait chier et que j'ai envie de faire des chansons d'amour. Parce que c'est vrai qu'il y a une limite, on va dire, dans la beauté, je trouve, d'une chanson quand tu veux absolument faire des blagues, tu vois, c'est jamais... voilà. Donc j'ai fait un album autoproduit avec des chansons... plus intimiste, plus sur l'émotion et tout. Je pense que c'est mon meilleur, je pense que c'est mon meilleur album, c'est mes meilleures chansons et c'est le seul qui n'a pas eu de producteur, donc c'est quand même marrant. Et du coup, après, comme La Lesbienne Invisible, du coup j'ai créé La Lesbienne Invisible, j'ai enregistré La Pudeur en même temps. Donc là on est en 2009 quand tu commences à jouer La Lesbienne Invisible. Et là du coup ça a pris très fort avec La Lesbienne. C'est un carton incroyable en fait, tu l'as joué 550 fois. Ouais, à peu près, il y avait un manque en fait. Ah oui, je pense qu'il y avait un manque de représentation, ça c'est sûr. Qu'il y avait un besoin d'entendre parler de ça, pas pour les lesbiennes, par une lesbienne justement. Et puis après, ça a intrigué beaucoup de gens, quoi. Donc c'est vrai que ça a bien marché, ouais. Pendant 4 ans et demi, j'ai joué ce spectacle. Et ça t'a aussi, enfin j'allais dire poussé, mais pas du tout. En tout cas, tu l'as accompagné d'une prise de parole dans les médias assez forte sur la défense des droits LGBT, notamment sur la PMA pour les couples de femmes. T'as dit, je ne vois pas pourquoi le fait d'accepter mon homosexualité impliquerait que je fasse le deuil de ma maternité. En fait, t'es devenue une sorte d'icône lesbienne. Est-ce que, enfin, tu vas me répondre évidemment que oui. Il y avait un problème dans la culture, dans les médias. Il y avait personne pour porter cette voix-là, en fait. Bah en fait, il y avait pas beaucoup de lesbiennes outées. Il y avait Caroline Fourest, avec qui, par ailleurs, on a des positions extrêmement antithétiques, on peut dire, sur d'autres sujets, mais sur ce sujet-là, encore, au moins, c'est le seul sujet où on se rejoint. Donc, mais qui n'était pas forcément, qui est un animal médiatique, on va dire, qui est à la fois souvent invité, mais qui n'est pas toujours apprécié non plus, qui a une manière justement très frontale de parler de ces sujets. Donc moi, c'était une autre version, on va dire, peut-être plus douce, plus soft, même si aujourd'hui je suis un peu plus rentre dedans quand je suis invitée. À l'époque, en tout cas, c'était la possibilité d'avoir
une lesbienne qui ouvre sa gueule. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde, il n'y avait vraiment pas grand monde. Et il n'y avait pas de représentants de la communauté. Je pense que ce qui a été aussi dur pendant tous ces débats, quand on avait Frigide Barjot, comme ça, des gens qui incarnaient vraiment le mouvement anti-mariage pour tous, c'est que nous, on n'avait personne. Donc, ça pouvait être moi, mais ça pouvait être aussi d'autres gens. Enfin, on était une pluralité. Mais du coup, il n'y avait pas de chef de file, on va dire. Et ça, peut-être que ça a été, du coup, ça nous a desservi, je sais pas. Mais c'est aussi parce que, en réalité, c'est pas anodin. C'est parce que la communauté est fantasmée, en fait, fictive. Parce qu'au sein de la communauté homosexuelle, tu vas avoir des gens qui votent Front National parce qu'ils se sont fait, je sais pas, agressés par des Arabes une fois, donc ils ont décidé que eux, les homos, c'était des vrais blancs et qu'il fallait dégager tous les Noirs et les Arabes. Bon, voilà. Y a des gens d'extrême gauche, il y a des gens, enfin tu vois, il y a de tout. Les homosexuels, vu qu'on choisit pas sa sexualité, c'est comme les hétéros, c'est-à-dire que tu dois avoir un pourcentage à peu près équivalent de gens de droite, de gauche, enfin tu vois. Donc c'est une communauté qui est un peu fictive dans le sens où il y a des problématiques au sein de la communauté qui sont pas les mêmes pour tout le monde. Et justement, à l'endroit des croisements classe, race, genre, c'est sûr que si t'es une lesbienne pauvre, non blanche, tu vas pas avoir les mêmes problèmes qu'un PD du Marais, quoi, qui gagne 30 000 balles par mois. A priori, t'as même aucun point commun avec lui, quoi, et limite, il va être contre toi. Donc, forcément, ça fait qu'il y a des sous-groupes après qui s'organisent. Donc, il ne pouvait pas y avoir juste une personne qui incarne le mouvement, parce que autant ceux qui sont anti-mariage pour tous, c'est un peu des clones, hein, tu vois, avec toutes leurs 7 enfants et leurs machins et leurs convictions réac, finalement ils sont dans un schéma tellement rigide que tu peux prendre n'importe lequel d'entre eux et puis il parlera au nom de tous. Nous on est extrêmement multiples, divers et pas forcément d'accord entre nous, donc c'était plus compliqué, voilà. Néanmoins, comme il n'y avait pas grand monde, moi je me suis retrouvée notamment chez Ardisson face à Marine Le Pen, ce qui était quand même super sympa. Et puis dans d'autres contextes, voilà, en tout cas avoir beaucoup d'interviews, à me retrouver avec des ennemis de gauche aussi, quand Sylviane Agazansky, donc la femme de Jospin, dit dans les médias « Et cette lesbienne », je sais plus ce qu'elle avait écrit, un truc genre qui fait défoncer, qui dit qu'elle a le droit à l'enfant, enfin tu vois, bon. Encore quelqu'un qui avait rien compris. Et là, tu dis, et c'est là que je commence à réaliser que même à gauche, en fait, tu peux avoir des gens qui sont contre toi. Et c'est toujours pareil, c'est comme le racisme, c'est l'homophobie un peu sourde, un peu insidieuse, quoi. C'est pas de l'homophobie frontale, on va pas te dire, vous les homos, vous êtes inférieurs. Par contre, discrètement, on va te faire comprendre que non, mais j'ai rien contre les homos, mais par contre, de là à ce que vous ayez des enfants, attendez, des enfants, c'est quand même un papa et une maman. La question de la PMA, il faut quand même rappeler qu'une femme hétérosexuelle a tout à fait le droit d'avoir recours à la PMA pour avoir un enfant, si elle est stérile, elle a des problèmes de fertilité. Et par contre, si tu couches avec une femme, ce droit, ça s'annule. C'est quand même hallucinant quand on y réfléchit 2 secondes. Mais non, mais moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est que si vous considérez que nous n'avons pas à avoir les mêmes droits que vous, si vous considérez que nous ne sommes pas légitimes à élever des enfants comme vous l'êtes, alors même qu'on voit bien que les enfants les plus psychopathes de l'histoire ont été élevés par des parents hétérosexuels, pas par des parents homosexuels, alors vous êtes homophobe. Et il faut que vous le sachiez, quoi. Il faut vraiment que vous le sachiez. Arrêtez de vous dissimuler derrière un discours où « Ah non, mais moi, j'ai des amis PD. Ah non, mais j'ai une copine lesbienne. » Non, ça c'est... faut arrêter avec ça. Si vous considérez qu'on n'a pas à avoir les mêmes droits, que moi, je suis inférieure, que je suis traitée comme une inférieure, comme une sous-citoyenne, alors c'est de l'homophobie, quoi. Et c'est pas très grave. Enfin, si, c'est très grave, mais il faut quand même déjà vous en rendre compte. Faut le nommer, quoi. Et nous, on va arrêter d'être gentils avec vous et de vous dire « Oui, je comprends, c'est vrai, les enfants. » Non, attends. Tu vois, en Belgique, moi, mes copines qui sont parties vivre en Belgique pour avoir la paix et pouvoir faire des enfants, elles ont été à la clinique, elles sont traitées comme un couple stérile. Et c'est pas la question de qui couche avec qui, quelles sont vos pratiques sexuelles. Tu vois, en France, il y a encore un truc vachement fort sur homosexualité et hyper sexualisé, en fait. Donc, si t'es homosexuel, on s'imagine des images, des mecs qui s'enculent, des filles, tu vois, et tout de suite un truc, et les partous et machin, puis après c'est les animaux, après c'est les enfants, enfin, tu vois, les liens, ils sont hallucinants, quoi. Alors qu'on demande pas à un couple hétéro comment ils baisent, et si ils vont avec Patrick Sébastien des partous dans le sud, tu vois. Et en fait... faire une famille et élever des enfants, ça n'a rien à voir avec ta vie sexuelle. Et tu vois, en Belgique, c'est un truc qui est très clair et qui vraiment n'a jamais posé de problème à personne. En France, c'est hallucinant le retard qu'on a, quoi. Et comme on peut être réac et en retard là-dessus. Et encore aujourd'hui,
moi en plus ça a été vachement dur parce que tu vois, comme j'étais un peu médiatisée, genre j'ai fait quelques télés et tout, je dis ouais moi je soutiens François Hollande parce que la PMA quoi, enfin vraiment c'était pour ça, et derrière bim on se l'est pris, mais alors tu vois, et du coup c'est devenu aussi l'icône des déçus du hollandisme. Ah ouais, bah grave, bah, notamment pour ça, il y a eu plein d'autres raisons pour lesquelles on a été déçus, mais ça c'était très très fort quoi. Mais là on sent qu'on va devoir retourner encore au front, que ça risque de pas s'arranger du tout. Donc la question de la PMA, et je ne parle même pas de la GPA, parce que laisse tomber les gens, y compris à gauche, dans quel état ils se mettent dès qu'on aborde le sujet. Il y a encore beaucoup de travail quoi, et de déconstruction par rapport aux mentalités encore des gens là-dessus quoi. Je me suis posé la question de tes références culturelles, ou des modèles ou des livres que tu avais pu à l'époque qui ont pu nourrir ta pensée politique, qui est hyper articulée. Bah, en fait, je pense que j'ai eu une vraie révélation avec King Kong Theory, avec Virginie Despentes. Ensuite, ça a été plutôt des rencontres, en fait, des rencontres avec des militants, des militantes, des gens qui avaient déjà fait ce travail-là de déconstruction. J'ai lu évidemment des choses. Après, je n'aurais pas d'auteur en particulier à citer sur les questions LGBT, mais c'est plutôt en fréquentant en fait des lesbiennes, comme Alice Coffin, qui est très engagée, qui est journaliste, qui est beaucoup sur l'action de la PMA, qu'ils ont monté le collectif Oui, donc tout ce qu'elles ont pu produire en fait, plus dans les médias en fait, c'est plus là que je me suis nourrie. Et puis voilà, et puis après je suis partie sur d'autres sujets. C'est Paul Coty Despentes. Ouais, c'est la première fois qu'on cite King Kong Theory dans cette émission, alors que pourtant c'est tellement Theory, la base. C'est la base, c'est magnifique, base. C'est tellement magnifique, c'est tellement parfait, c'est mon idole, quoi. Je l'aime plus que tout, quoi. Mais encore maintenant, dès qu'elle dit un truc, c'est extraordinaire, elle est géniale. Ouais. J'adore cette femme, vraiment. Bon, et donc du coup, tu croyais avoir tout dit, et puis ça a continué à te titiller. En fait, tu l'expliques bien dans ton spectacle, quand on a subi le sexisme, l'homophobie, la lesbophobie, on ne peut pas ne pas être sensible aux autres formes de discrimination. Ce qui fait que dans ton dernier spectacle, Chaton violent, t'explores ces autres formes. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on décide de l'ouvrir sur des questions aussi sensibles ? Bah, dans mon cas, c'était à force de travailler à France Inter. Ah ouais ? Ouais, bizarrement. Je pense que ça a été mon déclencheur, parce que je me rendais compte qu'autour de moi, il y avait des gens qui étaient des gens auxquels j'étais censée m'identifier, plutôt éduqués, plutôt diplômés, et qui sont censés un peu penser le monde de manière intelligente, ouverte et de gauche. Et puis tout d'un coup, j'ai pris conscience d'un entre-soi extrêmement fort, d'une blanchité extrêmement puissante, et d'une pensée assez unanime, quoi, tu vois. Ça s'est confirmé après avec Charlie, je suis Charlie, tout ce truc, tu vois, d'avoir besoin d'avoir une pensée commune, etc. Et du coup, je me suis rendu compte, j'ai rencontré Rokhaya Diallo. C'est marrant, elle est venue à mon spectacle par pote de pote, on s'est hyper marré, hyper entendu. Elle avait fait à l'époque des petits films d'animation sur le racisme ordinaire, tu vois, les gens qui osent pas dire, qui disent black, qui n'arrivent pas à dire noir, sur les asiatiques, toutes les phrases qui se prennent, tu vois. Bon, et du coup, on s'est assez vite, on est un peu tombé en amitié, quoi, parce qu'on avait un peu la même approche de déconstruire avec humour, voilà, tous les clichés. Moi, c'était sur les lesbiennes, elle, c'était sur le racisme. Et puis en fait, après cette rencontre, j'ai rencontré d'autres militants, tout ça, mon cercle s'est élargi, et je me suis rendu compte tout d'un coup que moi-même j'appartenais à un milieu où il y a un entre-soi très fort qui se joue hyper tôt. Par exemple, je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, mais une fille que je connais depuis le CP, elle est devenue metteur en scène de théâtre public avant tout le monde, et elle a eu des articles dans le Monde. Ah oui, mais son père était lui-même un responsable du théâtre français à l'étranger. Enfin, tu vois les ramifications. Ah, mais Machine, je la connais depuis la 6e, et puis maintenant elle bosse à Canal+. Et tout d'un coup, tu dis, mais en fait, le milieu dans lequel j'ai grandi, ça veut dire que moi, je commence à faire du théâtre. Dans mon carnet d'adresses, j'ai déjà 5 journalistes, 4 comédiens, 2 réals, 3 producteurs. Enfin, j'exagère un peu, hein, mais limite, on en est là. Ça veut dire que je suis déjà dedans, même si mes parents ils font autre chose. Je suis déjà dedans, juste parce que... Et on l'a pas fait exprès. C'est ma pote de 6e B. On n'a pas cherché à réseauter, c'est juste naturel. Par contre, la meuf qui déboule de banlieue, de n'importe où, du fin fond de la France, et...
pas sa pote de 6ème B, elle bosse à BCPE, tu vois, j'en sais rien, elle fait autre chose, quoi. Et c'est juste que nous, tu vois, quand je te dis j'ai grandi rue Reaumur et tout, ça veut dire ma sœur elle était à Charlemagne, Victor Hugo, t'inquiète, je te dis pas le nombre de gens. Jules, le dessinateur, ma sœur elle est pote avec lui depuis qu'ils ont 12 ans, meuf. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de ouf. Bien sûr. Enfin, tu vois, c'est un truc de ouf. C'est des gens que je connais, mais sans le faire exprès, on est déjà au cœur de l'action, quoi. C'est des privilèges que tu décris. C'est des privilèges, et en plus, c'est tombé tout cru. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais attends, mais en fait, dans mon entourage, il y a presque que des blancs. Quasiment, quoi. Enfin, franchement, si je fais tout mon répertoire, il y a 2 noirs, 3 rebeux, enfin, et vraiment, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont été dans nos cercles, tu vois. Ou peut-être moi, en faisant de la musique, j'ai rencontré d'autres gens avec d'autres horizons. Et le fait aussi d'être lesbienne fait que déjà, j'avais un recul par rapport à ça, parce que je voyais bien un monde hyper hétéronormé, où même moi, je me retrouvais, si j'allais dans les soirées de mon milieu, où il n'y avait vraiment pas trop de lesbiennes, et que, tu vois, en tout cas, il n'y avait pas de lesbiennes coupe en brosse avec 3 dents en moins, ça c'est sûr, tu vois. Et, mais non, mais tu vois, parce que non, mais c'est intéressant, ce truc des 100 dents, tu vois, c'est vraiment, c'est qui? C'est vrai, en fait, c'est les pauvres, ils n'ont pas les mêmes dents que les riches, hein, tu vois. Et moi, dans mes soirées, tout le monde avait des dents nickel, tu vois, ça a l'air con, mais... Ouais. Et tout d'un coup, moi, en étant dans un groupe de gouines féministes, machin, je rencontre d'autres gens, des gens qui, tu vois, qui n'ont pas les mêmes tronches, qui n'ont pas les mêmes histoires, qui vivent pas dans les mêmes villes, tu vois, même s'ils sont à Paris, en fait, ils vivent pas dans Paris, enfin... Et tout d'un coup, tu dis, mais en fait, on est dans un système de privilèges de ouf, on est dans un entre-soi de ouf, et en fait, inconsciemment, on continue à préserver ça. Ouais. Et du coup, en fait, oui, on a à plein de moments, on est raciste, on s'en rend même pas compte, on a des préjugés tout le temps, on s'en rend même pas compte. Et du coup, c'est vrai qu'après, c'est des choses qui me sont apparues aussi par capillarité. C'était en fait déjà avant ça, quand il y a eu le débat sur le Pacs, où je regardais ma télé et je voyais un débat sur donc, les homosexuels, et est-ce qu'ils avaient le droit de s'unir, c'était même pas le mariage, et t'avais un prêtre, un psychiatre, pardon, un homme politique, une sociologue, et les gays, ils sont où? Ouais, ils sont représentés. À temps en temps, il y en avait un, ou après, on parle de la PMA. Jamais tu vas voir un enfant d'un couple de lesbiennes ou un enfant élevé par des hommes, enfin peu importe, ils sont pas là. Ah, pourtant, quand on les interviewe, ils sont mortels, hein. Ils disent des trucs mortels. Hein. Et en gros, ils disent que les trucs dont ils ont plus souffert, c'est d'être discriminés, c'est que leur deuxième maman n'a pas pu venir les voir à l'hôpital quand c'est machin, c'est que c'est la famille qui a tout raflé quand l'héritage, truc, enfin tu vois, des trucs, ça te brise le cœur, quoi. Ils te racontent jamais que leur problème, c'est d'avoir eu des parents homosexuels. Donc tu vois, je me dis, mais pourquoi on leur donne pas la parole? Débat sur le voile. Ah, pas une meuf voilée. Ah, que tout le monde parle du voile, tout le monde vous explique que c'est des pauvres victimes, des pauvres femmes, machin. Cut, débat sur la prostitution, sur l'abolition. Ah, tiens, des débats, il n'y a pas une pute. Ou alors la pute de service qui va dire exactement ce qu'on attend d'elle. Tu vois, comme sur des plateaux, on va mettre la femme arabe dont le fils est parti en Syrie et qui va dire exactement ce qu'on attend d'elle. Tu vois ce que j'appelle les alibis. Les alibis, quoi. Et du coup, tu dis putain, mais ça va pas ou quoi? Et donc, tu vois qu'il y a un système qui se reproduit, à savoir des gens qui parlent entre eux, qui ont le pouvoir, médias, politiques, et qui décident à notre place des lois pour nous, et qu'on soit gouine, qu'on soit voilé, qu'on soit prostituée, et ben notre parole, elle est confisquée. Dans tous les cas, on est des femmes, en tout cas. En plus, on est des femmes, alors là, n'en parlons pas, mais y compris, tu vois, pour les gays, etc. Bon. Et là, tu te dis, mais en fait, c'est un système global, ça s'appelle le capitalisme, hein, en fait, en gros, hein, qui est un système de domination, et qui, en fait, va jouer tout le temps sur des échelons, sur qui on met qui devant qui, et avec des privilèges qui sont accordés aux uns aux autres, machin. Alors, t'en as qui vont te dire, oui, mais c'est la classe, c'est qu'un problème de classe, c'est les riches contre les pauvres, machin. T'as qui dire, non, c'est que la race, c'est parce qu'on est noir, et puis, bon... À la fin, je pense que c'est un mélange de tout ça. C'est ce qu'on a. Et du coup, c'est là que tu en viens à être féministe intersectionnelle, parce que tu te dis, en fait, c'est un système de domination et d'oppression qui joue sur c'est multifactoriel, et on doit absolument lutter contre ce système à grande échelle si on veut régler notre problème. Parce que si on fait que les femmes dans l'entreprise qui veulent payer comme les hommes, on va se retrouver à avoir des féministes qui vont dire ah oui non mais les voilés quand même, les pauvres il faut les sauver parce que hein, donc tu te retrouves avec du racisme au sein du féminisme, donc des groupes voilà, des afroféministes qui vont s'organiser entre elles parce qu'elles en peuvent plus de subir de la condescendance et du racisme de nanas qui se disent féministes mais qui ne font pas cette articulation de se relier aux autres formes de domination parce qu'elles sont que avec leurs œillères sur leurs petits problèmes à elles. Et tu te retrouves avec un truc fractionné qui fait que, bah en fait, on se fait niquer. Ouais. Parce qu'on est divisé, parce que, tu vois. Ouais. Et donc, j'ai quand même l'impression
que la seule façon de s'en sortir, c'est de travailler sur un féminisme inclusif, où on respecte toutes les différences, où on est conscient des rapports de domination de tout ordre, et évidemment du rapport de classe qui est peut-être le plus puissant aujourd'hui, parce que je pense qu'aujourd'hui, si t'es noir, pété de thunes, dans un milieu avec des gens super à l'aise financièrement et tout, a priori ça va aller, tu ne subiras pas la même chose que si t'es en banlieue et avec des parents au RSA, on va dire. Donc, mais néanmoins, il y aura quelque chose qui va persister quand même. Et donc, j'ai l'impression que c'est la seule solution, quoi, en fait. C'est de comprendre ce système, de vraiment comprendre comment il fonctionne en profondeur et de ne pas se faire avoir en se mettant, entre guillemets, en mettant des échelles de valeur et en se mettant les uns contre les autres, quoi. Mais moi, ce qui me fascine, enfin tout ce que tu viens de dire, moi, je bois tes paroles, mais ce que je trouve dingue, c'est que tu le dises, en fait. Parce que c'est des questions qui soulèvent tellement de passion. Enfin là, tu viens d'employer des phrases où on entend le mot blanchité, où on entend le mot blanc, noir, genre on a l'impression que chacun de tes mots est un petit pétard qui explose aux oreilles. Et à la fin de ton spectacle, tu dis, attention, choisissez bien les gens à qui vous dites de venir me voir. Ça m'a fait tellement rire. Parce qu'en fait, c'est compliqué à comprendre, c'est compliqué à communiquer. Comment... Du coup, qu'est-ce qui te donne le courage de dire, allez, je m'en fous, je me lance avec cette opinion, cette vision du monde qui est loin d'être acceptée par tout le monde, quoi. Bah, en fait, non, moi, c'est très simple. C'est-à-dire que quand j'ai fait Lesbienne Invisible, j'ai parlé de ce que j'appelle l'homophobie bienveillante, c'est-à-dire les gaffes, les maladresses, tout ce qui est inconscient. Parce que je pense que, c'est un peu d'ailleurs, ça ressemble à de la psychanalyse, hein, dans le sens où je pense que ce qui n'est pas nommé ne peut pas être combattu. Donc aujourd'hui, et des fois, et attends, mais je m'en prends plein la gueule tout le temps, hein, là, on me dit, tu ferais mieux de parler de Philippot. Bon, j'en parle aussi, hein, y a pas de problème. Mais Philippot, si tu veux, pour moi, c'est un problème, bien sûr que c'est un problème. Pourquoi on te renvoie spécifiquement à lui ? Parce que quand je critique, par exemple dans mes chroniques, des gens de gauche, que je fais des vannes, voilà, et je me fais engueuler, parce qu'on me dit, il y a vraiment plus grave, tu vois, ce qui est la base. De toute façon, dans n'importe quelle lutte, tu vas dire, on aimerait bien que mademoiselle, ça disparaisse. Ouais, il y a vraiment plus grave. C'est l'argument pour que tu fermes ta gueule, c'est il y a plus grave. Non, tout est important, et tout doit être mené, tu vois. Donc, je m'intéressais dès le départ à ce qui est invisible, à ce qui est inconscient. Et donc, quand j'ai fait Lesbienne Invisible, par exemple, quand je fais le personnage de l'hétéro-allumeuse qui est la fille en soirée qui doit te parler à son mec, elle a envie de te buter, elle te déteste, et puis quand elle comprend que t'es lesbienne, alors là, elle t'adore, elle vient te voir, elle te fait son grand numéro de charme, et elle a trop envie d'être désirée par toi, et elle part du principe que puisque t'es une meuf bonasse, elle va forcément avoir envie de te baiser. Bon, et ben je dis ça, en fait, c'est vraiment un gros cliché, quoi. Et en fait, c'est de l'homophobie. Alors, je ne le dis pas comme ça, mais je le fais comprendre. Et c'est vrai qu'il y a plein de filles qui sont me dire, ah là, mais combien de fois j'ai fait ça d'allumer une lesbienne, parce que je trouvais ça un peu, tu vois, puis après, je rentre chez moi, tu vois. Et en fait, nous, c'est un truc vraiment relou pour nous, tu vois. Et alors, c'est pas pareil que quelqu'un qui va te casser la gueule, ou qui va, tu vois, te faire subir un viol correctif en Afrique du Sud, tu vois, enfin, genre, bon, on est loin de ça. Néanmoins, c'est de l'homophobie. Et je pense que si tu le nommes pas, si tu ne le montres pas, alors ça restera toujours actif. Et il y aura toujours cette espèce de truc un peu des gens qui auront toujours un petit sentiment de supériorité malgré eux, tu vois. Et pour le racisme, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai compris que, entre guillemets, moi-même, j'étais ultra raciste, c'est-à-dire que, sans m'en rendre compte, alors que je suis sûre de pas être raciste, alors que je vote à gauche, alors que tout ce que tu veux, en fait, j'ai des préjugés inconscients, j'ai des réflexes inconscients. Je me dis, putain, c'est vraiment craignos. Et donc, j'ai envie de le déconstruire pour moi, et puis pour mon entourage. Et donc, encore une fois, ça me tient à cœur, parce que je me rends compte que quand je vois les autres humoristes qui sont sur scène et tout, ils vont toujours dire « le Front National, est méchant ». Tu vois, il y a les méchants, et il y a les méchants et les gentils, quoi. Et moi, je dis « bah ouais, mais chez les gentils, attention, parce que c'est plus compliqué que ça ». Et le seul moyen qu'on avance, c'est encore une fois de nommer ce qui n'est pas nommé, de nommer l'invisible, de dire que SOS Racisme, c'est de la merde, que touche pas à mon pote, rien que la phrase, c'est de la merde condescendante, néocoloniale, dégueulasse. Touche pas à mon pote, c'est quoi? C'est parce que c'est mon pote. Si c'est pas mon pote, alors tu peux lui péter la gueule, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est moi qui prends la défense du petit gars, il peut pas se défendre tout seul. Enfin, tu vois, rien que dans la formulation, ni pute ni soumise. Mais c'est quoi ce truc? Ça veut dire quoi? Si c'est trop court, t'es une pute. Si c'est trop long, t'es une voilée. Donc, en fait, il faut trouver juste la bonne longueur de la jupe. Et là, t'es une meuf bien. Mais allez toutes vous faire enculer, ni pute ni soumise, quoi. Franchement, c'est horrible. Rien que le nom de votre truc, il est dégueulasse, quoi. Tu vois, alors après, je dis ça, j'en rajoute un peu parce que je sais pourquoi elles le font et que machin. Mais en réalité, il y a un truc pourri, quoi. Il y a un truc pourri qui est déjà d'être un jugement de valeur. Alors que c'est des gens de gauche qui veulent aider les femmes, sauver les femmes. Et en fait, tu peux faire beaucoup de mal en voulant faire le bien. C'est ça. Et je pense que c'est important de le dire quand on est capable de l'identifier pour permettre aux gens de le voir aussi.
Ouais, c'est tout. Après, ouais. Je sais pas si t'es suffisamment en forme pour que je te demande ce que j'ai envie de te demander. Ah. Parce qu'il y a un passage, en fait c'est l'outro, la sortie de ton spectacle, où tu fais la fille qui rentre de vacances et qui dit quand même, on se rend compte qu'en Occident on a quand même un certain socle de valeurs, et je sais pas si tu peux le faire ou genre raconter un peu, c'est tellement génial, ça dit tellement tout. Bah, en fait, oui, je retravaille régulièrement mon spectacle, et dans la dernière version, j'avais envie de finir en incarnant vraiment ce truc de racisme inconscient qu'on peut avoir ou inavoué, et que franchement, mais j'ai vraiment pu me dire à des moments, tu vois, et au début, tu vois, tu regardes le monde et tu te dis, putain, quand même, quand on voyage, c'est vrai, enfin, tu vois, tu vas dans des pays... Bon, les pays du Sud, quand même, c'est chaud, tu vois, tu vas en Amérique latine, il y a vachement de meurtres, il y a vachement d'inégalités, les gens qui bossent, bon, bah, c'est pas toujours dans des conditions top. Bon, quand même, nous, en Occident, on entend assez vite, tu dis, bon, quand même, nous, en Occident, on est quand même... Bon. Puis après, tu réfléchis à l'Occident, tu fais, ouais, bon, mais les Américains, t'as vu, c'est vraiment la loose, ils ont élu Trump, les crimes policiers, c'est l'enfer, être noir là-bas, laisse tomber, ouais, non, c'est pourri. Hein. Bon, l'Europe, on dit, ouais, mais bon, l'Europe du Sud, franchement, ils sont gravos, quoi, tu vois, l'Italie, l'Espagne, Portugal, ils sont hyper machos, ils sont hyper cathos, la Pologne, attends, t'as vu leur truc sur l'avortement, non, mais franchement, non, bah, la Pologne, la Grèce, bon, laisse tomber, ils sont foutus dans la merde, ils sont nuls. Et puis donc, du coup, ouais, dans l'Europe du Nord, quoi, Puis après, tu te souviens que t'as une pote qui a vécu à Londres et qui t'a dit qu'en fait, si t'avais pas de thunes, tu pouvais même pas te faire soigner. Enfin, tu vois, genre, c'est Zola, quoi, l'Angleterre, je suis désolée. Puis l'Allemagne, c'est pareil, ils sont hyper libéraux, en fait. Enfin, tu vois, ils sont un peu de droite, ils font genre, mais ils sont de droite. Bon, si, non, mais non, les pays du Nord, ils sont super. Les pays du Nord, enfin, pays du Nord, bon. Après, j'ai été à Stockholm, enfin, tu vois. Le prix du café, et puis alors, si tu croises un noir, hein, en un an, t'es content, hein, parce que vraiment, dans le genre, oui, on est super, bah évidemment, on a fermé les frontières, on nous donne la leçon, les petites filles, les petits garçons, ouais, bah c'est ça. Entre consanguins, ils peuvent toujours nous faire chier. Bon, non, la France, ouais, disons la France, c'est vrai, non, mais c'est vrai, à un moment, t'es la France, on est un peu l'exception culturelle, tu vois, on a, voilà, les droits de l'homme, la laïcité, quand même, c'est con, mais on est un peu les meilleurs, quoi, la laïcité, on est super fort et tout, ouais. Bon, après, c'est vrai, quand tu réfléchis, puis tu te dis, bon, après, tu te souviens de tes passages en province. Puis tu vois bien que bon bah c'est pas, non mais c'est pas de leur faute, c'est pas ça, ils sont super, ils sont adorables, non mais les gens sont hyper sympas en province, hein, c'est juste que bon, c'est pas la même mixité sociale, c'est pas tu vois, bon Paris, oui non parce que la banlieue, non c'est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert, laisse tomber, non c'est le bordel, attends, t'as vu ça pète de tous les, non Paris, oui enfin ouais. Tu vois, quand même, du 6e au 16e, c'est que des gros bourges réalistes. La manif pour tous, c'est quand même des gros connards. Non, mais c'est ça le bourge. 17e, c'est collé aussi. Bon, le nord-est parisien, en fait, c'est vrai. Et comme ça, et assez rapidement, tu arrives à juste toi. Où vraiment, tu te trouves quand même vraiment plus cool. Avec des valeurs géniales. Vraiment avec des valeurs géniales. Et même tes potes ne sont pas au niveau. Cette démonstration était immense. Et là, tu te rends compte que t'es seule. Que malgré tout, t'es génial, mais tu te sens un peu seule. Et je pense que tous, inconsciemment, on s'est dit une fois un truc comme ça, tu vois, ou pas. Ouais. Clairement. Voilà, j'ai fait ce petit sketch à la fin. C'est génial. Et tu viens de finir de réaliser, même presque de monter, je crois, un film, un long métrage, qui s'appelle Embrasse-moi. Embrasse-moi. Ouais. Qui est une comédie romantique, donc vraiment une rom-com dans toute sa splendeur. Sauf que c'est une histoire d'amour entre deux filles. Donc ça sera la première comédie romantique lesbienne en France, hein, je crois, ou alors j'ai pas vu les autres sinon. Et donc je suis très contente. C'est Alice Paul qui joue mon amoureuse. Et qui est super. Il y a Michel Larocque qui fait ma mère. Il y a Greg Montel et Laure Calamy qu'on connaît dans 10%, qui sont super, qui sont là. Il y a Nicole Ferroni qui est ma pote que j'aime plus que tout, qui est aussi présente. Donc on a un casting assez varié, vraiment cool. Et c'est un film qu'on a eu du mal à monter parce que j'avais le rôle principal et que j'avais jamais fait de cinéma, donc c'était pas évident de convaincre des partenaires financiers de se lancer dans l'aventure, surtout que c'est une histoire d'amour entre deux filles et qu'en France, y compris dans le milieu du cinéma, il y a toujours un petit problème pour on dit toujours c'est communautaire, bah oui, tu vois, aux États-Unis ils ont compris ça, ils font des séries avec que des noirs, ils font des séries avec que des gays, et en fait ça cartonne parce que quand c'est bien écrit, les gens ils y vont. Donc voilà, ça a pris du temps et puis on a enfin réussi, donc on avait un petit budget, donc c'est un petit film, mais voilà, je suis contente d'avoir enfin réussi à le faire, et il va sortir, je sais pas encore quand, mais à la rentrée en tout cas, autour de septembre. Et puis j'espère que les gens viendront et que ça leur plaira, quoi. Est-ce qu'il y avait été fait jusqu'à maintenant au cinéma, par exemple, il y a 2-3 films un peu iconiques, je pense à Gazon maudit, La vie d'Adèle, ça allait, on en pense quoi, ça a été fait de façon... Gazon maudit, ça a 20 ans, donc c'est quand même un peu vieux.
Après, Ça a marqué les c'était une générations, comédie, quoi. plus qu'une comédie romantique, ça a marqué les générations. Après, moi, quand j'étais jeune, c'était pas évident parce que justement, j'avais pas trop envie de forcément m'identifier à un personnage comme ça, hyper masculin, qui fume les cigares. Je disais, ah bon, faut que je sois comme ça ou que je couche avec une fille comme ça. Voyons, dans les deux cas, ça m'angoisse. Donc, j'étais pas, tu vois, c'était plutôt un truc un peu flippant. Maintenant, je vois le film différemment et j'ai beaucoup de tendresse pour le film, évidemment. Après. Le problème, c'est qu'il y a eu une production de drame assez importante, tu vois, où il y a toujours des lesbiennes, soit qui sont des psychopathes, des serial killers. Tu sais, tu t'imagines les scénaristes, pareil, de l'homophobie inconsciente. Ils sont en train de, tu sais, genre, ils sont en train de pitcher leur personnage. Ils se disent, attends, qu'est-ce qu'on pourrait. Ouais, donc elle aurait un problème avec sa mère. Ah, viens, elle sera lesbienne. Mais ouais, elle sera lesbienne, génial. Ah ouais, elle fera trop peur et tout, tu vois. Genre, dans Atom et Goyan, il y a un personnage comme ça, en Chloé de lesbienne. C'est toujours un peu comme si ça rajoutait de l'horreur au personnage. Donc toi, t'es là, ah bon, il faut vraiment que je tue des gens. Et puis après, La vie d'Adèle, bon, c'est beaucoup plus récent. C'est vraiment un drame aussi. Hein. C'est encore une fois une histoire qui finit mal. Après, moi, j'aime le film à plein d'égards parce que j'aime Kechiche. Enfin, en tout cas, j'aime son cinéma. Lui, je crois pas que. Enfin, vu tout ce que j'ai entendu sur lui, je pense pas que je l'aimerais en tant que personne. Mais j'aime ses qualités de réalisateur, j'aime ses films. Et je trouve que ça raconte très bien le premier émoi amoureux, quoi, la première histoire d'amour, le premier râteau. Et puis après, bon, forcément, sur tout ce qui est scène de cul, tout ça, il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Beaucoup de lesbiennes très énervées contre le film à cause de ça. Une scène qui n'était pas très réaliste, hein, quelque Oui, chose, une voilà. pratique sexuelle qu'on voit pas. Ouais, qui se c'est fait pas ça, trop, c'est vrai que bon, après moi j'ai tendance à dire, bon, c'est vrai que moi je me reconnais pas dans ces scènes de cul, mais je pense qu'il y a autant de sexualité que de personnes, tout le monde baisse différemment, on va pas commencer à dire, les lesbiennes c'est comme ça qu'elles font l'amour. Non, je pense que les lesbiennes font, alors là, j'en sais quelque chose, parce que j'ai quand même pas mal d'histoires, il y a des sexualités aussi, enfin, extrêmement différentes comme chez les hétéros, donc bon, après c'est vrai que comme t'as un film tous les 5 ans qui montre des lesbiennes en train de faire l'amour, t'as envie que ce soit peut-être un tout petit peu plus voilà, réaliste, là c'est vrai qu'on était un peu loin. Mais bon, moi je m'en foutais parce que je pense qu'en vrai lui-même il s'en fout. Je pense que lui, ce qui l'intéresse, contrairement à ce que des gens peuvent dire, que c'était un regard pervers et qui s'excitait en les filmant, moi je crois pas du tout ça. Je pense que c'est un intellectuel fou qui ne s'intéresse que à la lutte des classes et qui voulait montrer juste une connasse de bourgeoise qui va maltraiter une prolo, quoi. Et je crois que l'histoire du film c'est ça, c'est les rapports de classe, les rapports de domination. Moi c'est un sujet qui m'intéresse et qui du coup m'a touchée. Donc en effet, sur les scènes de cul, j'étais un peu plus tolérante, on va dire, que d'autres lesbiennes qui ont grimpé au rideau, au Furax et tout ça. Donc, d'ailleurs, tu l'as défendu, tu y es allée aussi. Hein. Ouais. J'adore comme tu vas en fait. Bah ouais, non, mais après c'est bien d'en parler et tout. Après, je pense qu'il y a toujours une frustration pour les lesbiennes de toujours voir des lesbiennes filmées par des hommes, tu vois, ou fantasmées du coup par des hommes. Et donc je trouve ça important en effet que les lesbiennes puissent s'approprier les scènes de cul. Et en effet, quand tu vois le film de Catherine Corsini, La Belle Saison, bon c'est une lesbienne qui met en scène sur un ventre de femme. Bon, après moi en réalité c'est marrant parce qu'avant j'étais vraiment je voulais vraiment faire de la pédagogie sur la sexualité, dire regardez, voilà, c'est quoi la sexualité. Dans mon spectacle, je faisais un sketch où je me moquais voilà, des films porno et tout ça. Et puis où je disais un peu, bon, faut arrêter de croire qu'on peut pas faire l'amour entre deux femmes, hein, c'est pas parce qu'il n'y a pas de phallus que, tu vois, il y a d'autres moyens, tu vois. Mais maintenant, en fait, je me dis, mais allez un peu vous faire foutre, en fait, on fait ce qu'on veut, on baisse comme on veut, vous inquiétez pas, hein, tout va bien, notre sexualité est très épanouissante. Et puis... Et même dans mon film, du coup, il n'y a pas de scène de cul en particulier parce que c'est une comédie romantique, c'est pas, tu vois, c'est pas la forme. Et puis j'ai rien à prouver en fait, j'ai plus rien à prouver. T'as fait un clip où on voit deux femmes qui font l'amour au début pendant assez longtemps. Ouais. Bah enfin, qui font l'amour vite fait quoi. C'est pas non plus du. Non mais moi en regardant, j'ai fait quand même, il y a un parti pris qui est assez fort quand même. C'est pas furtif quoi. Ouais, c'est vrai. Mais après, j'ai regretté qu'elle ait tous les cheveux longs. Enfin, tu vois, après, en plus, tu te prends des remarques, genre, ouais, mais attends, c'est lesbienne, c'est pas des vraies lesbiennes. Ouais. Donc, même moi, j'avais les cheveux presque courts. Donc, du coup, dans mon film, il y a moi, j'ai les cheveux courts et Alice pas les cheveux longs. Et comme ça, tout le monde est content. Bon, c'est la question un peu bizarre, je sais pas si tu la connais, que je pose à toutes les femmes qui passent chez moi. Je connais pas. Quel est ton rapport avec ton utérus? C'est Anne-Rose Marie. Ok, alors je sais pas, je ne m'en préoccupe pas tellement. J'ai pas envie de porter des enfants, si c'est ça la question. C'est une façon de répondre en tout cas. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais je me battrai quand même pour que toutes les femmes puissent en porter si elles en ont envie. Je sais pas, j'ai pas un rapport très particulier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que
Je fais en sorte d'avoir des règles moins douloureuses parce que je trouve qu'on souffre beaucoup trop de ça. Et quand on est sur scène, notamment, ou qu'on tourne, c'est compliqué d'arriver vraiment complètement déglingué par ces règles. Donc je fais en sorte que ce soit plus un problème. Donc vraiment de ne pas avoir trop de liens avec mon utérus, quoi, en fait, qui me foutent vraiment la paix, en fait. Il faut pas m'occuper d'autre chose. Ça t'évoque quoi, la poudre ? Ça m'évoque la neige, parce que j'aime bien faire du snowboard. Ça m'évoque la cocaïne, parce qu'on dit souvent ça. Ça m'évoque les bombes. Bon, peut-être que ça fait partie de notre imaginaire quotidien. Et puis, ça m'évoque bien sûr la fête et les paillettes le soir de la Gay Pride. Ah, trop bien, les paillettes, j'avais jamais pensé. Merci à Océane Rosemary d'être venue faire parler la poudre avec moi. Si vous avez aimé l'émission, le mieux c'est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. N'oubliez pas de vous inscrire à notre fabuleuse newsletter sur notre site nouvellesécoutes.fr et cliquez sur La Poudre. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec Zisla Tortello, assistante de production, et Zaki Halal pour le mixage. Retrouvez toutes nos émissions sur nouvellesécoutes.fr. Merci à l'hôtel Grand Amour d'avoir abrité cet enregistrement de La Poudre. C'est un endroit d'un raffinement exquis qui se trouve dans le 10e, en plein dans le quartier qui bouge, qui change, qui s'amuse à Paris. C'est vraiment beau ici. Là, par exemple, sous les yeux, j'ai une baignoire ancienne, à pattes, vous savez. Elle trône dans la chambre. Les murs sont turquoises, les rideaux gris perle. On s'y sent bien. En fait, on a envie d'y dormir. L'hôtel Grand Amour, c'est 18 rue de la Fidélité. Si vous réservez avec le code La Poudre, vous aurez une réduction de 10%. C'est cool, hein ? À plus !